Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va lire le chapitre 2 du portrait de Dorian Gray, la suite d'un roman d'Oscar Wilde, un très beau roman. On y va. Aussitôt entrés, ils aperçurent Dorian Gray assis au piano, leur tournant le dos. Il était en train de feuilleter les scènes de la forêt de Schumann. Basile, il faut que vous me les prêtiez, s'écria-t-il. Je veux les apprendre. Elles sont absolument ravissantes. Cela dépend de la façon dont vous poserez aujourd'hui. Oh, je suis là de poser, et je n'ai pas besoin d'un portrait grandeur nature, répondit le jeune homme, en virant sur le tabouret du piano d'un mouvement vif et décidé. Il rougit légèrement en voyant Lord Henry et se leva précipitamment. Excusez-moi, Basile, je croyais que vous étiez seul. Voici Lord Henry Wotton, Dorian, un vieux camarade d'Oxford. J'étais en train de lui dire que vous étiez un modèle remarquable. Et voilà que vous avez tout gâté. Du moins, vous n'avez pas gâté le plaisir que j'ai de vous rencontrer, monsieur Gray, dit Lord Henry, en s'avançant vers lui, la main tendue. Ma tante m'a souvent parlé de vous. Vous êtes un de ses préférés. Et j'en ai bien peur, une de ses victimes. Je suis désormais à l'index, répondit Dorian, d'un air contrit, fort amusant. Je lui avais promis d'aller avec elle dans un club à Whitechapel, mardi dernier, et je l'ai totalement oublié. Nous devions jouer ensemble un duo, 3 duos même. Je ne sais ce qu'elle va me dire, et je n'ose pas aller la voir. Oh, je vous réconcilierai avec ma tante. Elle vous estime beaucoup, et je ne pense pas que votre absence ait été bien grave. Personne ne sera sans doute aperçu de rien, car au piano, ma tante Agatha fait largement du bruit pour deux. Vous êtes terrible pour elle et pas très gentil pour moi non plus, répondit Dorian en riant. Lord Henry le regarda. Oui, il était assurément d'une beauté exceptionnelle, avec ses lèvres vermeilles, finement dessinées, ses yeux bleus si francs et les boucles dorées de ses cheveux. Il y avait dans son expression quelque chose qui inspirait immédiatement la confiance. On y décelait à la fois la candeur de la jeunesse et toute la pureté passionnée de celle-ci. On sentait qu'il s'était tenu à l'écart des perversions du monde. Rien de surprenant dans l'adoration que lui vouait Basile. Vous êtes trop charmant, monsieur Gray, pour vous adonner à la philanthropie. Beaucoup trop charmant. Lord Henry se laissa tomber sur le divan et ouvrit son étui à cigarette. Le peintre avait préparé sa palette et ses pinceaux. Il semblait contrarié. Et lorsqu'il entendit la dernière réflexion de Lord Henry, il le regarda en hésitant un instant. Puis, Harry, lui dit-il, j'aimerais achever ce portrait aujourd'hui. Me trouvez-vous très incorrect si je vous demande de nous laisser? Lord Henry sourit, et s'adressant à Dorian. Dois-je m'en aller? demanda-t-il. Oh non, je vous en prie, Lord Henry. Je vois que Basil est dans un de ces jours de mauvaise humeur, et je ne peux pas supporter de le voir ainsi. D'ailleurs, il faut que vous m'expliquiez pourquoi je ne dois pas m'adonner à la philanthropie. Je ne sais pas si je dois vous l'expliquer. Le sujet est si ennuyeux qu'on serait contraint d'en parler avec sérieux. Mais je ne m'en irai certainement pas, maintenant que vous m'avez demandé de rester. J'espère que cela ne vous ennuie pas, Basile. Vous m'avez dit souvent que vous aimiez qu'on bavardât avec vos modèles. Hallward se mordit les lèvres. Si Dorian le veut, vous devez rester, bien entendu. Les désirs de Dorian sont des lois pour tout le monde, sauf pour lui. Lord Henry prit son chapeau et ses gants. Vous êtes bon d'insister pour que je reste, Basile, mais hélas, il faut que je parte. Je dois rencontrer quelqu'un à l'Orléans. Au revoir, monsieur Gray. Venez me voir un de ces après-midi à Curzon Street. Je suis presque toujours chez moi, avant 5 heures. Envoyez-moi un mot pour m'annoncer votre visite. Je serai désolé de vous manquer. Basile, s'écria Dorian Gray, si Lord Henry part, je pars aussi. Vous ne desserrez jamais les lèvres lorsque vous peignez, et c'est horriblement ennuyeux d'être là, planté, sur une estrade, en se forçant à sourire. Demandez-lui de rester, j'y tiens absolument. Restez, Harry, pour faire plaisir à Dorian Gray, et à moi-même, dit Hallward, sans quitter le portrait des yeux. C'est exact. Je ne parle jamais lorsque je travaille. Je n'écoute pas non plus. Ce doit être très pénible pour mes pauvres modèles. Je vous prie de rester. Et mon rendez-vous à l'Orléans. Le peintre se mit à rire. Je ne pense pas qu'il vous préoccupe beaucoup. Asseyez-vous, Harry. Et maintenant, Dorian, remontez sur l'estrade. Ne bougez pas trop. Ne prêtez aucune attention aux propos de Lord Henry. Il a une très mauvaise influence sur tous ses amis, excepté sur moi. Dorian Gray remonta sur l'estrade avec l'expression résignée d'un jeune martyr grec. Il regarda Lord Henry avec une petite moue de mécontentement. Lord Henry lui plaisait déjà infiniment. Il était si différent de Basile et composait avec le peintre un charmant contraste. Il avait une si belle voix. Au bout de quelques instants, Dorian lui dit « Exercez-vous vraiment une mauvaise influence, Lord Henry, aussi mauvaise que l'affirme Basile? Il n'y a pas de bonne influence, monsieur Gray. Une influence est toujours immorale d'un point de vue scientifique. Parce que l'influenceur, c'est quelqu'un qui donne son âme. Il ne pense plus avec son cerveau, il n'aime plus avec son cœur.
Ses vertus ne lui appartiennent pas vraiment. Ses péchés, si le péché existe, sont ceux d'un autre. Il devient l'écho d'une musique étrangère, l'interprète d'un rôle qui n'a pas été écrit pour lui. Le but de la vie, c'est d'exprimer ce qu'on porte en soi-même. Nous n'existons que pour l'épanouissement de notre personnalité. De nos jours, on a peur de soi-même, on a oublié les devoirs envers soi-même, les plus importants de tous. Bien sûr, on pratique la charité, on nourrit ceux qui ont faim, et on vêt ceux qui ont froid. Mais les âmes sont affamées et nues. Le courage a abandonné notre race, qui n'a peut-être jamais été vraiment courageuse. Nous sommes gouvernés par la crainte de la société, qui est le fondement de la morale, et la crainte de Dieu, qui est le secret de la religion. Et cependant, tournez la tête un peu plus à droite, Dorian, comme un bon petit garçon, dit le peintre, absorbé par son travail. Le visage du jeune homme prit une expression qu'il ne lui connaissait pas. Et cependant, continua Lord Henry, de sa belle voix grave et harmonieuse, avec ce geste élégant de la main qui n'était qu'à lui et qui lui était déjà familier, à Eton. Si un homme pouvait vivre pleinement et entièrement sa vie, s'il pouvait exprimer toutes ses sensations, traduire toutes ses pensées, réaliser tous ses rêves, je crois que le monde y gagnerait un élan de joie nouvelle, qui oublierait tous les maux du Moyen Âge, pour revenir à l'idéal de la Grèce antique, peut-être même à quelque chose de plus beau, de plus fécond que cet idéal, mais le plus courageux d'entre nous a peur de lui-même. La mutilation des sauvages survit toujours dans ce tragique renoncement qui défigure notre vie. Nous sommes punis pour tous nos refus. Nos désirs étouffés empoisonnent notre esprit. Que le corps pêche et se délivre une bonne fois du péché. Car l'acte purifie, rien ne reste que le souvenir d'un plaisir ou la volupté d'un regret. On ne peut se libérer de la tentation qu'en lui cédant. Résistez-lui, et votre âme sera malade du désir de tout ce qu'elle s'interdit, de tout ce que les lois monstrueuses ont voulu monstrueux et illicite. On a dit que les grands événements du monde se produisent dans le cerveau. C'est dans le cerveau, et dans le cerveau seul, que se commettent également les grands péchés du monde. Vous-même, monsieur Gray, votre jeunesse vermeille et votre enfance candide ont tremblé dans l'angoisse des passions, frémi d'erreur en face de vos pensées. En face des rêves, de vos jours et de vos nuits, le souvenir seul vous fait rougir de honte. Assez, balbutia Dorian Gray. Assez, vous me bouleverserez. Je ne sais que dire. Il doit bien y avoir une réponse à vous faire, mais elle ne me vient pas à l'esprit. Laissez-moi réfléchir. Ou plutôt, laissez-moi essayer de ne pas réfléchir. Il demeura près de 10 minutes immobile, les lèvres entr'ouvertes, un éclair étrange dans les yeux. Il se sentait confusément le jouet d'influences nouvelles qui lui semblaient venir de lui-même. Les quelques paroles que lui avait adressé l'ami de Basile, parole dite au hasard, et sans aucun doute, et paradoxale, avaient atteint quelques cordes secrètes qui vibraient pour la première fois et palpitaient d'étranges frémissements. La musique l'avait ému de la même façon, la musique l'avait troublé, souvent, mais la musique était inarticulée, elle nous découvrait un monde nouveau, ou plutôt un chaos différent. Mais les mots, les simples mots, qu'ils étaient terrifiants, qu'ils étaient clairs, éclatants et cruels, on ne pouvait leur échapper, et pourtant quelle magie subtile les habitait. Ils semblaient dotés d'une forme plastique, le chaos même. Ils possédaient leur musique propre, aussi douce que celle de la viole ou du luth, les simples mots. Y avait-il rien d'aussi vivant que les mots? Oui, bien des événements de son enfance lui étaient demeurés inexpliqués. Il les comprenait maintenant. La vie lui apparut tout à coup sous des couleurs flamboyantes. Il lui semblait avoir marché à travers un incendie. Comment avait-il pu l'ignorer? Lord Henry l'observait avec un sourire subtil. Il savait qu'il y a des instants psychologiques précis où il faut se taire. Il était captivé. L'impression subite produite par ces paroles le surprenait. Il se souvint d'un livre qu'il avait lu à l'âge de 16 ans et qui lui avait révélé tant de choses ignorées jusqu'alors. Il se demandait si Dorian Gray n'était pas en train de vivre une expérience semblable. Il avait simplement lancé une flèche en l'air. Avait-elle atteint le but? Que ce garçon était fascinant. Hallward continuait de peindre de cette touche hardie qui lui était propre, avec cette perfection authentique, cette délicatesse rare qui, en art du moins, caractérise la véritable puissance. Il ne remarqua pas le silence. Basile, je suis fatigué d'être debout, s'écria Dorian Gray. Tout à coup, il faut que j'aille m'asseoir dans le jardin. L'air est étouffant ici. Mon cher, je suis désolé, lorsque je peins, je ne peux penser à rien d'autre. J'ai réussi à saisir l'effet que je voulais exprimer, les lèvres entr'ouvertes et l'éclat du regard. Je ne sais pas ce qu'Harry a pu vous dire, mais vous lui devez une expression merveilleuse. Je suppose qu'il vous a fait des compliments, et il ne faut pas en croire un seul mot. Je vous assure qu'il n'a pas fait le moindre compliment. C'est sans doute pourquoi je ne crois rien de ce qu'il m'a dit.
Vous savez bien que vous croyez tout ce que je vous ai dit Lord Henry, en lui adressant un regard rêveur et mélancolique. Je vais au jardin avec vous. Il fait une chaleur insupportable dans cet atelier. Basil, faites-nous servir une boisson glacée avec des fraises. Bien sûr, Harry, sonnez, je vous prie, et dès que Parker sera là, dites-lui ce que vous désirez. Il faut que je termine ce fond, je vous rejoindrai plus tard. Ne retenez pas Dorian trop longtemps, je ne me suis jamais senti en meilleure forme pour peindre qu'aujourd'hui. Ce tableau sera mon chef-d'œuvre, il l'est déjà, tel quel. Lord Henry se rendit au jardin et trouva Dorian Gray en train de se rafraîchir le visage contre les lilas en fleurs, de s'enivrer de leur parfum comme d'un vin merveilleux. Il s'approcha de lui et lui mit la main sur l'épaule. Vous avez raison, murmura-t-il. Seuls les sens peuvent guérir l'âme. De même, l'âme seule peut guérir les sens. Le jeune homme tressaillit et se retourna. Il était tête nue et les blanches avaient décoiffé ses boucles rebelles et emmêlé ses cheveux d'or. Il eut le regard effrayé de quelqu'un qui s'éveille en sursaut. Ses narines finement dessinées frémissaient. Une émotion secrète privait ses lèvres tremblantes de leur éclat vermeil. Oui, continua Lord Henry, c'est un des grands secrets de la vie. Guérir l'âme par les sens et guérir les sens par l'âme. Vous êtes une créature admirable. Et beau jeune homme, debout auprès de lui, son visage romanesque au teint olivâtre, son expression laissait le captiver. Quelque chose dans cette voix grave et calme le fascinait véritablement. Ses mains, même fraîches et blanches comme des fleurs, avaient un charme étrange. Leurs mouvements, tandis qu'il parlait, semblaient une musique. Elle paraissait douée d'un langage propre. Mais Dorian avait peur de Lord Henry, et honte d'avoir peur. Pourquoi avait-il fallu qu'un étranger le révélât à lui-même? Il connaissait Basil depuis des mois, mais leur amitié n'avait rien changé en lui. Tout à coup, quelqu'un avait croisé son chemin qui semblait lui livrer le sens mystérieux de la vie. Mais pourquoi avait-il peur? Il n'était ni un écolier ni une petite fille. Ses craintes étaient stupides. Allons nous asseoir à l'ombre, dit Lord Henry. Parker a apporté des rafraîchissements, et si vous demeurez plus longtemps sous ce soleil aveuglant, il gâtera votre apparence. Basil ne pourra pas continuer votre portrait. Vous n'avez pas le droit de brunir au soleil, et cela vous irait mal. Quelle importance s'écria Dorian, en riant, tandis qu'il s'asseyait sur le banc au fond du jardin. Une importance vitale. Pourquoi? Parce que vous possédez la plus merveilleuse jeunesse, et que la jeunesse est le seul vrai bien. Je ne crois pas, Lord Henry. Non, vous ne le croyez pas encore. Un jour, lorsque vous serez vieux, flétri, laid, lorsque la pensée aura creusé ses rides sur votre front, que les joues horribles de la passion auront brûlé vos lèvres, alors vous le comprendrez. Vous le sentirez cruellement. Maintenant, où que vous alliez, vous enchantez le monde. En sera-t-il toujours ainsi? Vous avez un visage merveilleusement beau. Monsieur Gray, ne protestez pas, c'est la vérité. Et la beauté est une forme de génie. Elle est même supérieure au génie, puisqu'elle se passe d'explication. Elle est une des grandes merveilles du monde, comme l'éclat du soleil, la naissance du printemps, ou le reflet dans les eaux de la nuit, de cette conque d'argent que nous nommons la lune. On ne saurait la mettre en question. Elle est souveraine de droit divin. Ceux qui la possèdent sont princes. Vous souriez. Ah, quand vous l'aurez perdue, vous ne souriez plus. On dit souvent que la beauté n'est que superficielle. C'est possible, mais du moins elle n'est pas aussi superficielle que la pensée. Pour moi, la beauté est la merveille des merveilles. Il n'y a que les esprits légers pour ne pas juger selon les apparences. Le vrai mystère du monde, c'est le visible et non l'invisible. Oui, monsieur Gray, les dieux ont été bons pour vous, mais les dieux reprennent vite leurs dons. Vous n'avez que quelques années à vivre, réellement, pleinement, intensément. Votre jeunesse s'en ira, votre beauté aussi, et alors s'ouvrira l'ère des triomphes médiocres. Le souvenir de votre passé vous les rendra plus amers que des défaites. Chaque mois qui s'écoule vous rapproche de quelque chose d'effroyable. Le temps est jaloux de vous et s'acharne sur vos lits et vos roses. Votre teint jaunira, vos joues se creuseront, votre regard s'éteindra. Vous souffrirez horriblement. Ah, réalisez votre jeunesse aussi longtemps qu'elle est à vous. Ne gaspillez pas l'or de vos jours à coûter des fadaises. Attendez de soulager une misère irrémédiable. Ne consacrez pas votre vie à des individus ignorants, communs et vulgaires. Défiez-vous des aspirations malsaines, des faux idéaux de notre temps. Vivez, vivez la vie merveilleuse qui est en vous. Ne laissez rien perdre de vos possibilités. Soyez toujours à la recherche de sensations nouvelles. N'ayez peur de rien. Un nouvel hédonisme. Voilà ce qu'il faut à notre siècle. Vous pouvez en devenir le vivant symbole. Il n'est rien que votre personnalité ne vous permette d'accomplir. Le monde est à vous pour une saison.
Dès l'instant où je vous ai rencontré, j'ai compris que vous ignoriez vos dons et leurs immenses possibilités. Tant de choses me charmaient en vous qu'il me fallait vous entretenir de vous-même. J'ai pensé qu'il serait tragique de vous laisser ainsi perdre votre jeunesse, car elle durera peu de temps. Les simples fleurs des collines se fanent, mais fleuriront de nouveau. Ce Cities sera aussi doré en juin prochain que maintenant. Dans un mois, cette clématite se couvrira d'étoiles pourpres qui tous les ans illumineront de nouveau la nuit vert sombre de ses feuilles. Mais votre jeunesse ne recommencera pas. Le rythme joyeux de nos 20 ans s'évanouit insensiblement. Nos membres faiblissent, nos sens s'épuisent, nous dégénérons en d'horribles pantins hantés par le souvenir de passions effrayantes, de tentations adorables auxquelles nous n'avons pas osé céder. Jeunesse, il n'est rien au monde que la jeunesse. Dorian Gray écoutait, attentif, stupéfait. Une branche de lilas qu'il tenait à la main tomba sur le gravier. Une abeille velue vint bourdonner autour d'elle un moment. Puis il se mit à grimper le long des petits globes ovales et étoilés des fleurs. Il observait avec cet étrange intérêt que nous tentons de prendre aux spectacles les plus insignifiants lorsqu'un événement crucial nous épouvante, qu'une émotion nouvelle et indéfinissable nous bouleverse, qu'une pensée terrifiante assiège notre esprit et nous invite à capituler. L'abeille reprit bientôt son vol. On l'a vu s'insinuer dans le calice coloré d'un volubilis tyrien. La fleur sembla frissonner, puis se balança doucement. Tout à coup, de la porte de l'atelier, le peintre leur fit signe de rentrer, avec des grands gestes. Ils se regardèrent en souriant. Je vous attends, s'écria-t-il. Venez, la lumière est parfaite. Vous pouvez apporter vos rafraîchissements. Ils se levèrent et descendirent ensemble l'allée, sans se hâter. Deux papillons verts et blancs vinrent voltiger près d'eux, et dans le poirier à l'angle du jardin, une grive se mit à chanter. Êtes-vous content de m'avoir rencontré, monsieur Gray demanda Lord Henry en se tournant vers lui. Oui, je suis content maintenant. Je me demande si je le serai toujours. Toujours est un mot horrible qui me donne le frisson. Les femmes aiment tellement s'en servir, elles gâtent tous les romans, en voulant les faire durer toujours. Toujours est un mot vide de sens. La seule différence entre un caprice et la passion d'une vie, c'est que le caprice dure un peu plus longtemps. En entrant dans l'atelier, Dorian Gray posa sa main sur le bras de Lord Henry. En ce cas, que notre amitié soit un caprice, murmura-t-il, en rougissant de sa propre audace, puis il remonta sur l'estrade et reprit la pose. Lord Henry se laissa tomber dans un large fauteuil d'osier et se mit à l'observer. Le frôlement léger du pinceau sur la toile rompait seul le silence. De temps en temps aussi, Hallward se reculait. Merci à tous.